Bienvenue sur notre chaîne. Le soir du 12 juin 1997, le docteur Felix Campbell, son épouse Whitney et leurs jumeaux de 10 ans, Nathan et Ian, descendirent dans les tunnels labyrinthiques du métro londonien. La famille américaine, passionnée d'histoire britannique, avait obtenu un accès officieux pour explorer des abris abandonnés datant de la Seconde Guerre mondiale sous les rues de la ville. Malgré une enquête internationale approfondie impliquant la police métropolitaine et la police des transports, les Campbell semblaient avoir été engloutis par le vaste réseau souterrain londonien. Pendant 21 ans, leurs proches à Boston vécurent avec des questions obsédantes sur leur sort, tandis que d'innombrables théories circulaient sur leur disparition. Puis, en mars 2018, des employés de Transport for London furent une découverte terrifiante dans une section de tunnel scellé qui allait révéler un sombre secret enfoui sous les rues de la ville depuis plus de 2 décennies. Par une fraîche matinée d'automne 1997, le docteur Felix Campbell conduisit sa famille à travers les rues sinueuses de Londres vers une discrète entrée de service du métro. Sa femme, Whitney, bibliothécaire méticuleuse, serrait un carnet relié en cuir, tandis que leurs jumeaux de 10 ans, Nathan et Ian, bondissaient d'excitation à l'idée d'explorer ce que leur père appelait « l'histoire cachée de Londres ». Les Campbell avaient voyagé de Boston à Londres 3 semaines plus tôt, leurs diplômes universitaires leur ouvrant les portes des institutions historiques de la ville. Les recherches du docteur Campbell sur les systèmes d'abri civils de la Seconde Guerre mondiale lui avaient valu le respect des historiens britanniques, mais sa dernière quête allait s'avérer fatale. Il s'intéressait particulièrement à la documentation des stations de métro, moins connues, qui avaient servi d'abri anti-aérien improvisé pendant le Blitz. Plus tôt ce matin-là, Whitney avait soigneusement emballé leur matériel d'expédition, 4 lampes de poche, des piles de rechange, des bouteilles d'eau et leurs précieux équipements de recherche. La famille avait obtenu un accès officieux au réseau de tunnels en soudoyant un agent de maintenance. Le docteur Campbell consulta sa montre, a fait un signe de la tête à une personne hors champ et conduit sa famille à travers la porte de maintenance. Whitney ajusta le sac à dos de Nathan, tandis que Ian suivait, caressant la paroi du tunnel avec une fascination enfantine. Les premiers signes de trouble apparurent 8 heures plus tard, lorsque la famille ne rejoignit pas leur collègue, le professeur Sarah Matthews, pour dîner à leur hôtel. Matthews contacta le personnel de l'hôtel qui confirma que la famille était partie tôt le matin, vêtue de vêtements décontractés et portant des sacs à dos. Arrivé à la station de métro, l'inspecteur Victoria Hayes trouva la voiture de location de la famille toujours garée sur le parking voisin. À l'intérieur du véhicule, elle découvrit les notes de recherche détaillées du docteur Campbell, notamment des cartes dessinées à la main, du réseau de tunnels et des photographies historiques des opérations d'abri en temps de guerre. Les jours suivants furent marqués par une opération de recherche sans précédent dans le réseau souterrain londonien. Des équipes de spécialistes parcoururent des kilomètres de tunnels sombres, leurs appels résonnant dans les passages abandonnés. Transport for London suspendit les travaux de maintenance dans la zone, tandis que les unités de recherche et de secours déployaient des équipements de balayage sophistiqués, espérant détecter le moindre signe de vie dans les sections fermées du système. Des représentants de l'ambassade américaine arrivèrent dans les 48 heures, transformant une affaire de disparition en incident international. Les photos des 2 élèves apparurent sur toutes les grandes chaînes d'information, leur sourire éclatant et leur pull rouge assorti, devenant un symbole hantant de leur disparition qui allait intriguer les enquêteurs pendant des décennies. L'inspecteur Hayes interrogea le personnel de la station, mais personne n'avoua avoir vu quelqu'un autoriser l'accès de la famille aux zones interdites. Les registres de maintenance ne mentionnaient aucun travaux programmés dans cette section et le tableau de bord ne révélait aucune irrégularité. Les documents de recherche du docteur Campbell, récupérés dans leur voiture de location, dressaient un portrait d'un universitaire méticuleux. Les annotations en marge suggéraient qu'il avait découvert quelque chose d'important sur une section de tunnel non signalée, mais les pages cruciales qui auraient pu révéler sa destination précise manquaient. Les références de Whitney Garcia Campbell à la bibliothèque avaient permis à la famille d'accéder à des documents historiques dans diverses institutions londoniennes. Hayes traçait leurs déplacements grâce au registre des visiteurs et aux enregistrements de sécurité. Les observants passaient des heures à étudier de vieilles cartes et des rapports techniques. Les jumeaux, Nathan et Ian, apparaissaient dans plusieurs enregistrements, leur enthousiasme étant visible alors qu'ils aidaient leurs parents à photographier des documents et à prendre des notes. La découverte espérée de Hayes ne vint pas du personnel du métro mais d'un vendeur ambulant qui se souvenait de la famille.
Ce vieil homme qui vendait des journaux près de l'entrée de la station se souvenait les avoir vus discuter avec un agent de maintenance uniformé de Transport for London. L'inspecteur Robert Morrison de la police des transports se joignit à l'enquête, fort de ses décennies d'expérience en matière d'aménagement et de système de sécurité du métro. Avec Ace, ils examinèrent les registres de maintenance remontant à plusieurs mois avant la disparition. Ils découvrirent plusieurs incohérences dans les registres d'accès aux sections désaffectées du tunnel, suggérant que des entrées non autorisées s'étaient produites à plusieurs reprises. Ace se retrouva à gérer non seulement une enquête complexe, mais aussi les enjeux politiques délicats d'un incident international. La double nationalité de la famille disparue avait attiré l'attention des médias des deux côtés de l'Atlantique, la presse américaine s'interrogeant sur l'efficacité de la sécurité des tunnels britanniques. Alors que l'enquête entrait dans sa deuxième semaine, Hayes ordonna une fouille systématique de toute la documentation relative à cette section du métro. Ces tunnels, fermés depuis des décennies, se situaient dans un angle mort bureaucratique entre les cartes modernes de Londres et les archives historiques. Les sacs à dos des jumeaux, découverts dans leur chambre d'hôtel, contenaient leurs notes d'enfance sur l'exploration à venir. Nathan avait dessiné une carte rudimentaire indiquant ce qu'il appelait les tunnels secrets, tandis que Ian avait emporté un appareil photojetable, espérant photographier des graffitis de guerre. Hayes passa d'innombrables heures à interroger les collègues et les contacts de la famille au sein du milieu universitaire londonien. Le professeur Matthews a fourni des informations précieuses sur la méthodologie de recherche du Dr Campbell, révélant son récent enthousiasme à l'idée de découvrir ce qu'il a appelé le chaînon manquant dans l'histoire de Londres en temps de guerre. Mais pressé de donner des détails, Matthews admit avoir gardé les détails pour lui, promettant une révélation révolutionnaire à l'issue de son exploration. Le vaste système de drainage du métro aurait dû conserver une trace de leur passage, mais les équipes médico-légales n'ont rien trouvé. C'était comme si la famille Campbell s'était simplement évanouie dans les ténèbres du labyrinthe souterrain londonien, en emportant avec elle ses secrets. Au fil des semaines et des mois, l'enquête sur la disparition de la famille Campbell a progressivement perdu de son élan. L'inspectrice Hayes a maintenu sa vigilance, commençant chaque matinée par examiner les dossiers, espérant qu'un regard neuf pourrait repérer quelque chose jusque-là négligé. D'autres chuchotèrent à propos d'étranges silhouettes aperçues dans le faisceau de leurs lampes de poche, mais Hayes rejeta ces histoires, les qualifiant de fruits de conscience coupable et d'imagination débordante. Un ouvrier retraité du tunnel se manifesta, affirmant avoir aperçu la famille au plus profond du système, mais sa chronologie s'avéra impossible. Une voyante offrit des visions détaillées de leur localisation, menant des équipes de recherche dans des expéditions infructueuses à travers les dédales du métro. Une lettre anonyme suggérait que la famille avait mis en scène leur disparition pour échapper aux agents de recouvrement, mais leur dossier financier ne faisait état que de salaires universitaires modestes et de dépenses prudentes. Mais en l'absence de nouvelles preuves et face à une pression croissante pour allouer des ressources ailleurs, l'enquête fut officiellement réduite. Les travaux universitaires de Félix continuaient d'être cités dans des revues historiques, son dernier projet de recherche devenant une note de bas de page inachevée de l'histoire souterraine. L'entrée principale, celle de Nains, où la famille avait été vue pour la dernière fois, s'est dotée d'une lourde porte en acier à serrure biométrique. Mais Ace se demanda si ces précautions ne visaient simplement à fermer la porte de l'écurie après la fuite du cheval. Elle exprima sa frustration, sa conviction que quelqu'un à Londres connaissait la vérité mais avait choisi le silence. Le mystère était devenu partie intégrante de la mythologie moderne londonienne, un récit édifiant sur les dangers qui rôdaient sous les rues de la ville. Le métro avait changé, d'anciens tunnels avaient été fermés, de nouvelles lignes avaient été ouvertes, mais quelque part dans ces profondeurs obscures, l'histoire de la famille Campbell attendait d'être découverte. Il faudrait une année supplémentaire et un contrôle de maintenance de routine pour enfin faire la lumière sur leur sort. Aux premières heures du 15 mars 2018, David Chen et Marcus Fuller, agents de maintenance de Transport for London, descendirent dans une longue section de tunnels fermés près de la station Holborn. Ce qu'il avait pris pour de vieux câbles électriques s'avéra être quelque chose de bien plus inquiétant, des restes humains. Fuller, un vétéran de 20 ans dans l'entretien des souterrains, comprit immédiatement l'importance de leur découverte et contacta les autorités.
Elle avait porté l'affaire Campbell en elle pendant 20 ans de service policier. Et quelque chose au fond d'elle lui disait que cette découverte serait importante. Lorsqu'elle arriva sur les lieux 2 heures plus tard, le tunnel avait été transformé en laboratoire médico-légal, de puissantes lumières illuminant ce qui allait devenir la scène de crime la plus importante de la décennie à Londres. Un homme, une femme et 2 enfants gisaient là, blottis les uns contre les autres, leur position suggérant qu'ils avaient été acculés. Autour d'eux gisaient les objets de leur dernier moment, une lampe torche corrodée, un carnet relié en cuir réduit en miettes et la forme caractéristique d'un sac à dos d'enfant. Les vêtements de la famille, bien que dégradés, correspondaient aux descriptions figurant dans le rapport de disparition déposé en 1997. Une partie de la carte de bibliothèque retrouvée dans une poche portait encore le nom de Whitney Garcia Campbell. Mais la découverte la plus choquante se trouva au-delà des restes de la famille. Le fondrement avait révélé une chambre secrète soigneusement construite et dissimulée dans l'architecture originale du tunnel. L'inspectrice Ace se tenait dans la chambre, le faisceau de sa lampe torche éclairant les armes rouillées. La famille Campbell ne s'était pas simplement perdue dans les tunnels. L'inspecteur de la police des transports Robert Morrison, désormais inspecteur en chef, reprit l'affaire sur laquelle il avait travaillé lorsqu'il était jeune policier. Avec Hayes, il entreprit de reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de la famille, fort de preuves matérielles qui leur avaient échappé pendant 2 décennies. Son évaluation préliminaire suggéra qu'il s'agissait d'un trafic d'armes sophistiqué, utilisant les tunnels souterrains abandonnés de Londres comme point de stockage et de distribution. Illisibles, ces dernières entrées décrivaient la découverte d'activités suspectes dans les tunnels et mentionnaient un homme portant une cicatrice au-dessus du sourcil droit, correspondant au portrait robot de 1997 qui n'avait mené à rien à l'époque. L'histoire de la famille Campbell, longtemps reléguée à de rares épisodes de mystères non résolus, fit soudain à nouveau la une des journaux. Les chaînes d'information américaines diffusaient en direct depuis l'extérieur de la gare, tandis que les canaux diplomatiques entre Londres et Washington bourdonnaient d'activité. La vérité qu'elle cherchait depuis si longtemps émergeait enfin, mais il était trop tard pour que justice soit rendue. Les restes de la famille racontaient l'histoire de la terreur et du désespoir dans leurs derniers instants, prisonniers de l'obscurité avec leurs meurtriers. Le tunnel scellé avait conservé non seulement les preuves d'un crime, mais aussi les dernières traces de 4 vies fauchées. Le sac à dos de Nathan contenait encore son appareil photo, la pellicule non développée promettait un dernier aperçu des dernières heures de la famille. Les recherches du docteur Campbell, qui les avait menés au danger, allaient désormais contribuer à traduire leurs assassins en justice. Quelque part à la surface, l'homme aux sourcils balafrés était sur le point de découvrir que son secret mortel avait enfin émergé des ténèbres. La découverte d'armes aux côtés des restes de la famille Campbell transforma une affaire de disparition vieille de plusieurs décennies dans une affaire bien plus complexe. Les armes provenaient de toute l'Europe de l'Est, leur numéro de série suggérant des liens avec les conflits des Balkans. Le positionnement et les méthodes de stockage des armes indiquaient une manipulation professionnelle et non l'œuvre de criminels amateurs. Hayes et l'inspecteur principal Morrison ont entrepris un examen systématique des dossiers d'emploi souterrains des 25 dernières années. Ils se sont concentrés en particulier sur le personnel de maintenance ayant accès au réseau de tunnels entre 1995 et 1997. Elle a remarqué que les armes avaient été rangées selon un système de stockage spécifique, exigeant une connaissance approfondie du maniement des armes et de l'environnement souterrain. Il ne s'agissait pas seulement d'un criminel, mais de quelqu'un qui connaissait ces tunnels par cœur. Cette découverte a conduit les enquêteurs à se concentrer sur les superviseurs de maintenance de longue date. Ces personnes possédaient à la fois les connaissances et l'autonomie nécessaires pour opérer discrètement dans le réseau de tunnels. Le croisement des dossiers du personnel avec les registres de sécurité a révélé un schéma d'accès irrégulier aux zones réglementées, centré sur les activités d'un superviseur, Trevor Williams. Williams travaillait pour Transport for London depuis 1980, où il avait gravi les échelons jusqu'à devenir superviseur principal de maintenance. Ses dossiers personnels présentaient un dossier exemplaire, mais un examen plus approfondi a révélé des irrégularités soigneusement dissimulées. Il avait autorisé de nombreux contrôles de maintenance hors calendrier dans les zones réglementées, travaillant souvent seul pendant les quarts de nuit. Il décrivait Williams comme un travailleur méticuleux, réservé, toujours volontaire pour des missions solitaires dans les tunnels les plus profonds.
À 67 ans, il avait pris sa retraite du métro 5 ans plus tôt, mais sa modeste pension ne suffisait pas à expliquer son style de vie aisé. Les enquêteurs financiers ont découvert un réseau de comptes offshore et de transactions suspectes s'étalant sur plusieurs décennies. L'équipe spéciale a élargi son enquête à d'autres lieux souterrains où Williams avait travaillé. Des zones de stockage d'armes similaires ont été découvertes, cependant vidées depuis longtemps. Les tunnels abandonnés de Londres avaient servi de vaste arsenal, cachant des armes au vu de tous sous millions de voyageurs. Alors que les preuves s'accumulaient, Hayes ne pouvait se défaire de l'image des derniers instants de la famille Campbell. Les notes partiellement conservées du docteur Campbell suggéraient qu'ils avaient rencontré Williams au cours de leurs recherches. Leur curiosité intellectuelle, leur exploration innocente de tunnels historiques avaient inavertimment mis au jour une entreprise criminelle qui opérait incognito depuis des décennies. Ils savaient que Williams était la clé pour comprendre non seulement le sort de la famille Campbell, mais aussi un réseau criminel qui exploitait le sous-sol londonien depuis des années. Chaque document fut examiné à la loupe, chaque témoignage recoupé, alors qu'ils se préparaient à confronter l'homme qui avait gardé son secret mortel enfoui depuis 21 ans. La vérité avait enfin émergé des ténèbres des rues de Londres, mais l'ampleur des opérations de Williams restait encore à révéler. La fin tragique de la famille Campbell avait révélé quelque chose de beaucoup plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé, une entreprise criminelle sophistiquée, cachée au fondement même de la ville. La percée dans l'affaire de la famille Campbell ne fut pas le fruit de la criminalistique moderne ou des technologies de surveillance, mais des paroles soigneusement préservées des morts. Parmi les biens retrouvés du Dr Campbell, les spécialistes en documentation judiciaire découvrirent un journal de recherche étanche, dont les pages étaient remarquablement intactes malgré des décennies passées sous terre. L'écriture précise de l'historien détaillait non seulement des observations architecturales, mais aussi quelque chose de bien plus sinistre. Le matin de leur disparition, le docteur Campbell avait documenté la découverte de structures de stockage irrégulières dans les tunnels, soulignant leur incohérence avec les conceptions d'abris de guerre. Plus important encore, il avait enregistré une rencontre avec un superviseur de maintenance, décrivant le sourcil cicatrisé de l'homme et sa connaissance inhabituellement détaillée des sections restreintes du tunnel. L'inspecteur Hayes lut les entrées du journal avec une tension croissante, reconnaissant la description qui correspondait aux dernières heures de sa famille, sa rigueur académique fournissant des preuves qui se révéleraient cruciales 2 décennies plus tard. Lors de son premier entretien, il conserva le calme d'un fonctionnaire à la retraite, mais son sang-froid vacilla lorsque Hayes lut la description précise du système de stockage d'armes par Campbell. Les notes détaillées de l'historien contenaient des spécifications techniques que seule une personne connaissant parfaitement l'opération pouvait reconnaître. Il raconta comment le trafic d'armes avait débuté au début des années 1990, profitant de son poste de superviseur de la maintenance pour établir un réseau de sites de stockage dans le réseau de tunnels abandonnés. La famille Campbell était tombée par hasard sur l'un de ses principaux entrepôts alors qu'elle documentait les modifications apportées aux abris pendant la guerre. Le docteur Campbell élaborait avec enthousiasme des théories sur les voies d'approvisionnement militaire, tandis que sa femme notait la découverte dans son carnet. Williams a décrit avoir pris la décision en une fraction de seconde de protéger son opération, forçant la famille à s'enfoncer plus profondément dans les tunnels sous la menace d'une arme. Les méthodes de stockage qu'il a décrites correspondaient parfaitement aux preuves, révélant une opération sophistiquée ayant déplacé des millions de livres sterling. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?